Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels et pour décrypter et analyser cette actualité de la semaine, comme chaque semaine. Donc, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, j'allais dire comme chaque semaine, pas mal d'actualités. On a choisi quatre sujets, plus un étonnement peut-être. On y reviendra à la fin de cette émission. On commence par Orange. Orange qui annonçait la semaine dernière des tests sur la fameuse 5G. Alors j'allais vous dire, la 4G déjà, c'est pas encore complètement déployé, mais on parle déjà de la 5G. Oui, et d'ailleurs, on se souvient de ce que disait Orange il y a seulement quelques temps, mais pas seulement Orange d'ailleurs, les autres opérateurs. En gros, ils disaient que bon, la 5G c'était pour 2020, 2025, enfin on voyait ça très très loin, sachant que comme vous le dites, effectivement, on venait de terminer la 3G qui ne marche pas encore parfaitement partout, la 4G arrive et puis on est déjà à la 5G. Et donc effectivement, la semaine dernière, Orange a fait une présentation sur les projets qu'elle avait dans la 5G. Donc il y a, en fait là pour l'instant on n'en est qu'au niveau des expérimentations. Hein. Donc dans trois domaines principaux, la 5G fixe, la 5G mobile. Donc la 5G fixe c'est là où finalement la fibre ne peut pas aller, donc on remplace par une espèce de combinaison des deux. La 5G on va dire normale et puis toutes les expérimentations possibles rendues possibles avec la 5G, parce que donc c'est par exemple le véhicule autonome. J'allais vous dire le fameux Internet des objets. Voilà, c'est ça. Et parce que en fait, il faut se souvenir que la 5G c'est beaucoup plus de débit, mais c'est aussi un temps de latence beaucoup plus court. Quasiment plus de latence, c'est ça. Voilà. Et on comprend bien que pour certaines applications, comme le véhicule autonome, c'est absolument essentiel. Et donc les expérimentations, donc il y en a plusieurs sortes. Il y avait donc dans la région du Nord, à Lille et à Douai, donc ça c'était une première avec Ericsson. Et puis il y a aussi des expérimentations en cours en Roumanie, parce que les autorisations sont plus faciles à obtenir. Donc là c'était plutôt avec Nokia. Et puis dans le cadre du véhicule autonome, donc alors là on parle de 4G+, donc vous savez qu'entre la 3 et la 4 il y a toujours un 3+, puis là c'est un 4+. Et donc là c'était des expérimentations dans le cadre du véhicule autonome sur le circuit de Lina Montlhéry, où on expérimentera la 4G+. Et je dirais que plus généralement, donc ça c'était un des sujets d'actualité de la semaine dernière, mais il ne a pas échappé que cette semaine, les Jeux Olympiques ont commencé. Et donc les Jeux Olympiques, c'est toujours l'occasion d'expérimentation de nouvelles technologies, et on verra il y a des choses qui vont être faites précisément dans le domaine de la 5G. Donc on peut rappeler, hein, enfin on va faire toute l'histoire des Jeux, mais à l'occasion des Jeux de 36, c'était la télévision. À Tokyo en 64, c'était les premières diffusions, transmissions par satellite. En 84, à Los Angeles, c'était la fibre optique. Et puis en 92 à Barcelone, c'était les premières caméras numériques. 92, c'est il y a 25 ans quand même. Le temps a passé très très vite. Donc je dirais qu'à chaque fois, les Jeux Olympiques sont un peu l'occasion de... évidemment, tous les fournisseurs partenaires des Jeux sont là parce que c'est une vitrine absolument phénoménale. Donc c'est sûr que si ça marche, c'est quand même... rappelons par exemple que notre français Atos est toujours partenaire informatique important des Jeux. Donc c'est une planche de lancement très très importante. Et puis dernier élément aussi où on verra certainement cette année des nouvelles applications au Mobile World Congress, donc qui se tient également à Barcelone, donc à la fin du mois. Et déjà les 2 dernières années, on avait commencé à parler de manière assez sérieuse sur la 5G. Donc c'était plus la normalisation, comment ça allait évoluer, etc. Sachant que la normalisation n'est pas encore finie. Hein. On est proche, donc on peut lancer des produits pré-standards avec des petits aménagements qui seront à faire à la fin. Mais en tout cas, cette année, ce sera plus
plutôt on entrera avec de véritables applications, et il y a tout un tas d'opérateurs qui sont là, qui sont prêts avec des choses réelles. Donc c'est vraiment un sujet qui est tout à fait d'actualité. Donc on pourra bénéficier de la 5G pour les JO de Paris 2024 sans on peut sans espérer. En tout cas, si les gens d'Orange... Ça est nager dans la Seine. Bon, très bien. Bah, écoutez, on prend date avec Orange, parce que j'imagine qu'Orange sera à la manœuvre aussi en 2024 sur cette problématique de 5G. Alors, autre sujet, parmi les différents sujets qu'on souhaite aborder cette semaine, l'évolution du marché. Alors, une stat qu'on a reçue, c'est les terminaux. En bon anglais, on dit les devices. Donc, c'est une stat qui compile à la fois les PC, les terminaux mobiles, les tablettes, et qui est intéressante parce qu'elle permet, parce qu'il y a des effets de switch entre ces différents types de terminaux. Mais elle permet de montrer un peu comment ce type de matériel aujourd'hui évolue en termes de volumétrie, quoi. Alors effectivement, les tendances sont assez claires. Les PC traditionnels, donc ça veut dire les PC de bureau et les portables. Et les portables traditionnels sont en train de se casser la figure. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait un certain temps que ça arrive. Tout ce qui est, on va dire, les 2 en 1 et les tablettes, ça se maintient à peu près. Et puis les mobiles, parce qu'on parle toujours de mobiles, dans les mobiles il y a les smartphones et puis les téléphones traditionnels, et là ça continue à augmenter légèrement, mais les smartphones, donc c'est les chiffres du Gartner, prévoient pour 2018, donc cette année, encore 6% de croissance sur les smartphones. Vu la volume engagée, c'est pas négligeable. Voilà. Mais on parle là de 1,5 milliard de devices, comme vous dites, donc c'est quand même considérable. Et ceci dit, en passant, on pense que tout le monde a un smartphone, même un smartphone d'entrée de gamme, mais les smartphones, c'est un peu moins de 90% des mobiles, des téléphones mobiles. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal de gens qui ont des téléphones traditionnels. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que on comprend bien l'évolution du marché, du développement des applications, etc. a complètement s'est réorienté sur les mobiles, parce que si on regarde, si on prend les tablettes, les tablettes en termes d'operating system sont proches des smartphones, puisque c'est la même chose. C'est 2 mondes différents. Donc il y a les PC et puis les mobiles. Et on a un rapport pas de 1 à 10, mais pas loin. Et donc on comprend bien finalement le basculement qu'il y a eu, qui montre que toute l'innovation, notamment logicielle, se passe dans l'écosystème du mobile. Et donc c'est quelque chose qui va se poursuivre dans les années à venir, et de manière très rapide. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître, on commence à le voir dans tout ce qui est reconnaissance biométrique. Enfin, bon, ça, on sait qu'il y a maintenant la reconnaissance faciale qui arrive. Les nouvelles applications avec les chatbots, l'intelligence artificielle qui est intégrée là-dedans. Et donc tout ça, par exemple, je ne sais pas ce que vous avez comme smartphone, mais le mien me propose, de toutes les photos que j'ai prises, il me propose de faire une espèce d'assemblage avec de la musique. Bon, bah, ça, c'est quand même de l'intelligence. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même... Et ce qui veut dire que c'est vraiment là où l'innovation va varier. Ça, c'est la première chose. Et puis, on parlait de la 5G. Le Gartner prévoit que à peu près 10%, en 2020-2021, 10% des téléphones, des smartphones seront 5G ready. Donc, on pourra passer à la 5G. Donc, on voit que tout ça évolue dans une direction. Mais ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les PC traditionnels et les smartphones qui montre clairement où se trouve l'idée. Et le développement du marché mobile, finalement, en résumé, il n'est pas fini, loin de là. Il n'est pas fini, non. Donc 1,5 milliard par an depuis déjà 3-4 ans, c'est plus de... On a un marché qui est hyper saturé, quoi. Très bien, alors pour le coup, autre sujet, on change complètement d'univers, on parle de la Cour des comptes. Fameuse Cour des comptes, vous allez me dire pourquoi la Cour des comptes dans le cadre de cette émission qui parle d'informatique, j'allais dire on a un scoop. La Cour des comptes découvre le numérique, puisque dans son rapport annuel, alors je suis un peu mauvaise langue quand même, mais je pense qu'elle avait déjà commencé largement, mais disons que là, dans les fameux sujets importants qu'elle met en avant dans son rapport la semaine dernière, il y avait 4 sujets qui concernent directement le numérique et l'État, en tout cas les collectivités publiques. Effectivement, on en a identifié 4, peut-être même que dans les autres sujets, c'est quelque chose qui est abordé, mais bon, c'est vrai que la publication du rapport de la Cour des comptes tous les ans, c'est intéressant, parce que c'est
les sujets qui sont abordés, c'est une vraie liste à la Prévert. Ouais, la Prévert, ouais. Là, dans le rapport de cette année, il y a la gestion des piscines, il y a le sport français, il y a le tourisme dans le Languedoc-Roussillon, il y a la politique vaccinale. Donc on voit bien que on se demande d'ailleurs comment ils font pour choisir les sujets. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a un qui arrive un matin en disant tiens, il y a ça qui m'intéresse, je vais me pencher là-dessus. Et toujours est-il que effectivement, alors vous étiez un peu mauvaise langue, comme vous le disiez, la Cour des comptes a bien compris que le numérique allait changer les choses, mais en tout cas, je dirais que le fait qu'il y ait quand même un certain nombre de sujets qui a été abordé dans ce domaine montre que le numérique maintenant diffuse dans toute la société. Donc là, les 4 sujets qui ont été retenus, c'est le numérique dans la transformation de l'État, oui. Avec un point, une date importante, c'est 2011, la création de la DINSIC, donc en gros la DSI de l'État. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même pas mal changé, avec comme objectif évidemment, c'est d'un côté améliorer le service aux citoyens et de l'autre éventuellement faire baisser les coûts. Après, il y a la gestion des amendes, donc là c'est un peu plus anecdotique, on va dire, et on sait bien que toutes les municipalités maintenant sous-traitent, poussent et puis gèrent les tarifs de manière un petit peu différente. Là aussi, il y a une évolution assez importante, en particulier de dématérialisation qui est quasiment terminée pour tout ce qui est toutes les amendes qui sont gérées directement par la police, la gendarmerie. Les polices municipales, c'est 80%, donc il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais on voit bien que là, il y a eu... alors évidemment, c'est un peu un terroir caisse, hein, donc il y a une incitation qui est très forte, mais donc c'est une évolution rapide. Là où il y a encore un effort à faire, dit la Cour des comptes, c'est dans la gestion des contestations et puis le recouvrement des amendes. Là, il y a encore du... Sachant qu'il est noté que ces quelques dernières années, le taux de recouvrement est passé de 80 à 75%. Alors finalement, une des justifications qui pourrait être, c'est qu'il y a une telle pression, c'est-à-dire qu'il y a une telle multiplication des amendes que... Elles sont moins justifiées. Elles sont moins justifiées, puis peut-être que les citoyens commencent à en avoir un petit peu marre d'être taxés de tous les côtés. Troisième sujet, c'était le numérique dans les services de la santé. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu le site amélie.fr, c'est maintenant 25 millions de gens qui sont abonnés dessus. Il y a eu le dossier médical personnel, donc oui, on sait bien, ça a été suspendu en 2012, c'est reparti un peu en dossier médical partagé en 2017, mais franchement les résultats sont pas vraiment au rendez-vous. Il y a la feuille de soins électronique, donc là, vous voyez, quand vous allez chez le médecin, maintenant, il y a quasiment plus de médecins récalcitrants qui ne veulent plus le faire. Et puis il y a le dernier pan qui n'a pas été beau, parce que là finalement c'est la gestion des soins, c'est vraiment les soins eux-mêmes, c'est-à-dire l'utilisation du numérique dans la pratique médicale. Et là, de ce point de vue-là, le chapitre est assez faible. Parle un peu de télémédecine, donc, mais en gros, c'est la médecine à distance. C'est pas la médecine qui va changer, mais c'est ne serait-ce que l'utilisation des robots pour les opérations, de l'intelligence artificielle pour le diagnostic, des choses comme ça. Donc le rapport aborde pas ça. Et puis le dernier point sur le numérique, je dirais, dans la société, c'est les fameux compteurs Linky, intelligents Linky, qui sont mis en œuvre par ex-ERDF, donc maintenant qui est Enedis, qui est la filiale EDF. C'est la distribution. Et là, en gros, c'est... Bon, tout ça c'est très bien, c'est un gros investissement, c'est quand même, on parle de 39 millions de compteurs intelligents à terme. C'est assez marrant d'ailleurs parce que les 3 chiffres que donne la Cour des comptes dans le chapitre, ils sont pas bons. C'est-à-dire qu'on a 5,7 milliards, 39 millions et on arriverait à 130 € par compteur. Et si on fait la division, on est à 146. Donc on se dit, il n'a pas utilisé le bon bouton de la calculette. Mais bon, en tout cas, l'idée c'est un investissement qui est lourd et
qui va être payé par le consommateur. Ça, il faut quand même le comprendre. Et donc, l'idée que défend ce chapitre-là, c'est de dire, bon, c'est un investissement intéressant, maintenant il faut apporter les services qui vont être réellement utiles, parce que si juste mettre des beaux compteurs intelligents pour pas faire grand-chose de plus, franchement, donc ça fait cher pour ce que c'est. Hein. Pour ce que c'est, pour les regarder, on pourra dire, tu peux venir voir mon compteur bleu numérique, bon, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc ça veut dire, il faut développer les services qui vont avec, et c'est là où il y a un effort qui devra être. Sachant que dans la promesse de mise en place de Linky, il y avait une notion d'open data, avec les API ouvertes, et puis, qui ne marchent pas très bien. Hein. Non, l'autre problématique aussi qui a été pointée du doigt, c'est la protection des données personnelles, parce qu'évidemment, les données vont dans les deux sens, donc ça veut dire qu'on pourra savoir à tout moment, en gros, quelle est votre consommation d'électricité. Donc, bon, c'est peut-être pas stratégique, mais enfin, c'est quand même une donnée personnelle. Tout à fait. Alors, on reste dans le giron de l'État en tant que puissance publique et de l'informatique, avec une nouvelle loi, dans le cadre de la loi de programmation militaire, hein, c'est ça, la notion que l'État va gérer ce qu'ils appellent les opérateurs essentiels en cas d'attaque. Voilà, alors en fait l'idée c'est, effectivement il y a eu la loi de programmation militaire qui a déjà changé pas mal les choses, et là c'est la transposition en droit français d'une directive européenne donc, qui date de 2016, la NIS, la fameuse NIS, Network Information Services, et donc l'idée c'est, alors il y a une déclaration de Guillaume Poupard qui est le patron de l'ANSSI qui dit la cybersécurité c'est trop important pour que ce soit obligatoire. Et donc l'objectif c'est, on sait qu'il y a déjà les opérateurs d'importance vitale, donc en gros l'idée c'est ces gens-là, ils fournissent des services qui sont indispensables, c'est-à-dire qu'en gros si le cœur s'arrête, on meurt. Donc là ces gens-là il faut les protéger, et il y a tout un tas de garde-fous à mettre en place. Et en gros l'idée, et c'est l'objectif de cette directive, c'est de mettre ça à ce qu'on appelle des opérateurs de services essentiels, donc c'est une deuxième catégorie. En gros, là, c'est plus le cœur qui s'arrête, on arrête, mais c'est peut-être les bras. Il faut aussi, il n'y a pas les bras, on ne va pas bien fonctionner. Et donc l'idée, c'est de dire, il faut décliner. Alors c'est qui ces gens-là? Les OSE, ça peut être des banques, ça peut être des sociétés de transport, ça peut être des gens comme ça. Et donc c'est de transposer ce qui avait déjà été établi pour les opérateurs, les OIV, sur les opérateurs de services essentiels. Et pourquoi on en parle? C'est parce qu'il y a eu une commission paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui s'est réunie la semaine dernière, donc le 6, et qui donc a enclenché la transposition de cette directive européenne dans la loi française. Et donc c'est quelque chose qui va se mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Donc toi, je crois qu'il faut retenir deux termes, OIV, les opérateurs, et OSE. C'est ça. Et donc, à nos lecteurs de voir dans quelle catégorie ils sont classés éventuellement. Mais bon, j'espère qu'ils n'ont pas attendu après nous pour cette prise de conscience. Et puis on conclut, comme chaque semaine, par un sujet un peu décalé. Alors c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, hein. C'est juste un sujet qu'on voulait noter. C'est l'évolution de carrière de Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors je suis désolé, je pense peut-être pas très bien son nom, qui on le sait était candidate à la mairie de Paris et qui est sortie du champ politique pour aller s'occuper de cybersécurité chez Atos, hein, c'est ça? Alors, c'est pas chez Atos, c'est chez Capgemini. Chez Capgemini, aux États-Unis. Alors, effectivement, vous connaissez la fameuse phrase de dire le journalisme mène à tout à condition d'en sortir, mais là, on pourrait transposer ça à la politique. Et donc là, la politique sert à tout à condition mène à tout à condition d'en sortir. Donc, effectivement, NKM qui avait un avenir très prometteur dans la politique, mais finalement, a vu interrompre sa carrière assez brutalement et a décidé de prendre du recul. Elle s'est recyclée, on va dire, entre guillemets, chez Capgemini, aux États-Unis, où elle devient Madame Cybersécurité et Madame Cloud aux États-Unis. Il faut rappeler que c'est une ancienne élève de l'école polytechnique. Mais en tout cas, elle n'a pas une expérience, je dirais, dans les entreprises privées, mais en tout cas, Capgemini, c'est un peu comme France Télécom, hein, il y a certainement des réseaux qui s'organisent, mais en tout cas, c'est sans doute bon
pour elle. Qui a un carnet d'adresse, bon, on imagine. Pour Capgemini, en tout cas, c'est une nouvelle carrière et on lui souhaite bon vent. Très bien, bah écoutez, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. De l'interviewer. Et de l'interviewer peut-être. Vous me faites la transition avec l'interview, notre émission L'invité IT de la semaine, puisque nous recevons, dans le cadre de cette émission hebdomadaire, Gilles Thibault, qui est le patron français et président de la filiale française d'HPE. C'est l'occasion avec lui d'évoquer évidemment les évolutions de l'entreprise, comment elle se positionne sur le marché français. Donc j'invite nos lecteurs qui sont intéressés par la situation et la stratégie d'HPE en France à continuer à nous regarder et à vous regarder avec Gilles Thibault. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une autre édition d'Informatique News Hebdo. A très bientôt, merci.